Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la partie temps, mouvement et évolution, et nous allons attaquer en faisant ce qu'on appelle de la cinématique. Alors qu'est-ce que c'est que la cinématique? C'est l'étude du mouvement des objets, donc description de mouvement. Alors on pourrait étudier le mouvement d'objets complets qui tournent, comme ceci par exemple, hein, mais on va simplifier notre étude en étudiant simplement le mouvement d'un seul point, un point important de l'objet, celui qui a le mouvement le plus simple. C'est en fait le centre de gravité. Donc nous allons faire de la cinématique du point. Alors, une fois qu'on sait quel objet on veut étudier ou quel point, il est important de définir ce qu'on appelle le point de vue. Vous voyez ces deux situations, cette même situation étudiée de deux points de vue différents, on voit des choses différentes. Donc quand on étudie un mouvement, par exemple, voilà ce parachutiste qui tombe là, là on le voit tomber depuis la surface de la Terre. Et donc on a un point de vue qu'il faut spécifier. La surface de la Terre, le point de vue depuis la surface de la Terre, c'est ce qu'on appelle le référentiel terrestre. On va dire qu'on est dans le référentiel terrestre, ça veut dire qu'on regarde le mouvement de l'objet depuis le sol de la Terre. Voilà un autre mouvement qu'on va étudier de cette façon-là aussi. Alors bien sûr, tous les mouvements ne seront pas étudiés depuis la surface de la Terre. On peut le faire, mais des fois c'est compliqué. Par exemple ici, si on étudie le mouvement de la Lune, il sera beaucoup plus intéressant et plus simple de se placer au centre de la Terre. Donc le point de vue du centre de la Terre, dans ce cas-là, on dira qu'on est dans le référentiel géocentrique. C'est beaucoup plus simple que se placer sur la surface de la Terre qui est en train de tourner. De la même façon, si on étudie le mouvement de la Terre dans le système solaire, le plus simple, c'est de se placer au centre du Soleil. Donc, cette fois-ci, on va l'appeler le référentiel héliocentrique. Alors, une fois qu'on a défini notre référentiel, on définit des axes de l'espace correspondant avec une base comme ceci, et on va pouvoir commencer à étudier le mouvement et le décrire. La première chose à dire, c'est où est l'objet. Donc, on va définir ce qu'on appelle la position. Alors, comment on va préciser la position? En définissant le vecteur position, OA, A étant le point que j'étudie. Alors, ce vecteur est une composition des vecteurs de base, I, J et K qu'on a définis, avec les coordonnées X, Y, Z classiques. On peut noter tout ceci d'une façon condensée, dont vous avez l'habitude. Donc, premier vecteur important pour la cinématique, le vecteur position OA. Cette position, elle va changer, évidemment. Pas forcément, mais elle peut changer. Et donc, si la position change, en fait, ce vecteur OA va changer lui-même. Et donc, il va falloir définir comment il va changer. La variation de la position, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Et ça va être aussi un vecteur. Alors, ce vecteur vitesse, comment on va pouvoir le calculer? Ça sera la variation de OA dans le temps. C'est-à-dire OA après moins OA avant, divisé par T après moins T avant. La variation de OA quand le temps passe. On peut noter ceci, delta OA divisé par delta T, delta étant la variation. Et si on prend une petite variation, dans le vecteur vitesse, si on prend une petite variation, si on fait tendre cette variation dans le temps vers l'infiniment petit, on va retrouver une petite variation qu'on va noter petit d de OA divisé par une petite variation de T. Et ceci, c'est par définition ce qu'on appelle la dérivée en mathématiques. La dérivée dans le temps, c'est-à-dire que la variable qui change, c'est t. C'est la variable par laquelle on va dériver. On verra les détails plus tard. Cette vitesse, elle peut changer aussi, et bien sûr, si elle change, il va falloir décrire son changement. La variation de cette vitesse dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'accélération, et ça sera aussi un vecteur. Donc le vecteur accélération, c'est la variation du vecteur vitesse dans le temps. Donc comme on a fait tout à l'heure, hein, c'est v après moins v avant, divisé par le temps qui passe, t après moins t avant. Ce qu'on peut noter, delta v, variation de v, divisé par la variation du temps. Donc, un vecteur important, l'accélération. Et comme on a fait tout à l'heure aussi pour la vitesse, si on prend des variations dans le temps infiniment petites, les grands delta peuvent se transformer en petit d, et dans ce cas-là, on définit le vecteur accélération comme étant la dérivée du vecteur vitesse dans le temps. Alors, quelques mouvements dans lesquels on va étudier un petit peu la variation de la vitesse et de l'accélération. Des mouvements très simples. Premier mouvement en haut, deuxième mouvement en bas. Donc ici, on a les positions successives du point A prises régulièrement. Alors, ce sont des mouvements rectilignes, vous voyez que ça va tout droit, ça c'est assez simple.
Le mouvement du haut. Le mouvement du haut, on peut calculer la vitesse à un moment donné. Si on veut calculer la vitesse un peu plus tard et encore un petit peu plus tard, on va trouver toujours pareil. Vous voyez qu'il avance toujours de la même distance pendant le même temps. Donc c'est un mouvement dans lequel la vitesse est constante. Le vecteur vitesse est constant. Et c'est un mouvement qu'on va appeler uniforme. Donc on va le qualifier de rectiligne et uniforme. Uniforme voulant dire que le vecteur vitesse est constant. Dans ce cas-là, le vecteur accélération est nul. Il n'y a pas de variation de la vitesse. Dans le mouvement du bas, si on calcule la vitesse à différents moments, on voit que le vecteur vitesse augmente, il change, donc l'accélération n'est pas nulle. Hein. Il y a une accélération dans ce sens-là, qui fait augmenter la vitesse dans ce sens-là. Et si l'accélération est constante, on va dire que c'est un mouvement rectiligne et uniformément accéléré. Voilà comment on peut qualifier ce type de mouvement. Alors, comment calculer les vecteurs v et a, la vitesse et l'accélération? Alors, plusieurs solutions. La première solution, si on connaît les coordonnées du vecteur position. Regardez ce mouvement. Je peux imaginer que, avec une certaine méthode, j'arrive à savoir les vecteurs position à chaque instant. Par exemple, x vaut 5 toujours, y vaut 18 toujours, mais z varie en fonction du temps. C'est le mouvement à peu près qu'on a vu ici. Hein. Donc, vous voyez la variation de z, 4t au carré plus 3t plus 7. Donc quand le temps change, z change, et donc l'objet bouge. Comment déduire la vitesse? Mais la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Qu'est-ce que ça implique sur les coordonnées du vecteur vitesse? Et les coordonnées du vecteur vitesse vont être la dérivée des coordonnées du vecteur position, tout simplement, par rapport au temps. Donc faisons ceci, on va essayer de dériver les coordonnées du vecteur position. La dérivée de 5, c'est une constante, donc ça va être 0. Donc Vx va être égal à 0. La dérivée de 18, c'est une constante, donc 0 aussi. Et maintenant, la dérivée de z. Alors, 4t au carré plus 3t plus 7. On va commencer par 4t au carré. T est la variable par rapport à laquelle on dérive. Donc, la dérivée de 4t au carré, ça sera 8 fois t. La dérivée de 3 fois t, ça sera 3. Et la dérivée de la constante, c'est 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse qui ont été déduites de ce calcul. On peut faire de même le calcul des coordonnées du vecteur accélération en dérivant les coordonnées du vecteur vitesse. La dérivée de 0, ça sera 0 bien sûr, la dérivée de 0, ça sera encore 0, et la dérivée de 8t plus 3, la dérivée de 8t, c'est 8, et la dérivée de 3, ça sera 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Donc première solution, en dérivant si on a les coordonnées du vecteur position. Deuxième solution, si on a un enregistrement du mouvement. Un enregistrement du mouvement, ce sont les positions à un intervalle de temps régulier comme ceci. Dans ce cas-là, on n'a pas les coordonnées du vecteur position, donc on ne peut pas dériver. Donc à partir de OA, on va pouvoir dessiner le vecteur vitesse en prenant la variation de OA dans le temps, comme on l'a vu au début, et même chose pour l'accélération. Alors voyons comment on va faire en pratique. Voilà un enregistrement, et imaginons qu'on veut calculer et dessiner la vitesse au point 4, qu'on va noter V4. V4, c'est donc la position après le point 4, c'est-à-dire OA5, A5 étant ce point ici, moins la position avant le point 4, donc OA3, divisé par le temps qui passe. Déjà, on peut modifier un petit peu cette expression. OA5 moins OA3, ça va faire assez facilement A3, A5, le vecteur A3, A5. Et T5 moins T4, entre la position 3 et la position 5, il y a eu deux images. Chaque image est prise avec un intervalle de temps de 20 millisecondes, donc on va mettre le temps correspondant à deux images de taux. Alors, voilà comment on peut modifier l'expression. Calculons maintenant la valeur de la vitesse V4. La valeur de la vitesse V4, ça sera la norme du vecteur V4. Donc prenons la norme de tout ceci. C'est assez facile, ce sera la norme A3, A5 divisé par 2 taux. A3, A5, c'est cette distance-là. Donc on va mesurer cette distance-là avec une règle. Si on le mesure, on trouve 1,2 cm environ. Et donc ensuite, il va nous falloir 2 fois taux pour calculer tout ceci. 2 fois taux, c'est 2 fois 20 millisecondes, donc 40 millisecondes, si on met en secondes et en mètres en haut, on va trouver une vitesse de 0,30 mètres par seconde.
Bon, on a fait le calcul, maintenant on va essayer de dessiner ce vecteur vitesse, le représenter. Pour ceci, il faut définir une échelle de représentation de vecteur vitesse. Choisissons par exemple l'échelle de représentation, 1 cm de vecteur vitesse correspond à 0,1 m par seconde. Vu qu'on a 0,3 m par seconde à représenter, il va falloir dessiner un vecteur vitesse de 3 cm. Donc le vecteur vitesse, il est collinéaire à A3, A5, donc par rapport à la direction A3, A5, on prend la parallèle, on fait partir le vecteur vitesse du point 4, avec la bonne taille de vecteur 3 cm. Il ne reste plus qu'à mettre son nom. Et voilà, vous avez dessiné le vecteur vitesse. Alors comme exercice, je vous propose de dessiner et calculer la vitesse au point 8. Alors pour calculer l'accélération et le vecteur accélération, imaginons qu'on veut calculer le vecteur accélération à ce point ici, il nous faut le vecteur vitesse après et le vecteur vitesse avant. Donc par exemple ici V5 et V3 pour le point 4. Et l'accélération au point 4, donc A4, ça sera V5 moins V3 divisé par T5 moins T3. Donc delta V divisé par delta T. Donc il nous faut d'abord delta V. Qu'est-ce que c'est que delta V? C'est la variation du vecteur V5. Donc ceci, on va le construire graphiquement. Regardez, je vais partir du point 4 et puis je vais tracer V5 moins V3. Et donc je vais avoir d'ici à là le vecteur delta V, la variation du vecteur vitesse autour du point 4. Alors, comment avoir la valeur de l'accélération? La valeur de l'accélération, ce sera la norme de ceci. Donc, il nous faut la norme de ce vecteur delta V. Et il suffit de la mesurer. On mesure en centimètres combien fait ce vecteur-là. On tient compte de l'échelle de représentation des vitesses qu'on a définies pour représenter ces vecteurs-là. Et on va trouver une certaine valeur. Par exemple, 0,14 mètres par seconde. Ensuite, on divise ceci par le temps de 2 images, parce qu'il y a 2 images entre la position 3 et la position 5, et on a l'accélération. 3,5. Alors 3,5 quoi? Ici, on a des mètres par seconde en haut, encore divisé par des secondes, donc on va avoir des mètres par seconde au carré. C'est l'unité de l'accélération. Il nous reste maintenant à dessiner ce vecteur accélération. Alors, ce vecteur accélération, il est collinéaire au vecteur delta V. Et il doit représenter une accélération de 3,5 mètres par seconde carré. Donc il faut définir une échelle de représentation d'accélération, par exemple 1 cm pour 1 cm, 1 mètre par seconde carré. Dans ce cas-là, le vecteur accélération, donc il va partir du point 4 et il va faire 3,5 cm dans la direction de delta V. Terminons ce cours avec le quatrième et dernier vecteur qui va nous être utile pour décrire un mouvement. Alors, on va l'appeler le vecteur quantité de mouvement. Donc, vous voyez deux objets ici. Imaginons qu'ils ont la même vitesse. La vitesse du camion est égale à la vitesse du papillon. Mais vous pouvez imaginer que ça ne va pas être exactement la même chose. Un camion lancé à la même vitesse qu'un papillon par rapport à la variation du mouvement, les dégâts qu'il peut faire, etc. Et donc, il va être utile, en fait, de définir quelque chose qui tient compte aussi de la masse de l'objet. Donc, ce sera la multiplication de la masse par la vitesse, et c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement, qu'on note P. Donc, la quantité de mouvement, c'est simplement la vitesse fois la masse de l'objet. Donc, dans ce cas-là, évidemment, le camion a une quantité de mouvement beaucoup plus importante que le papillon. Et c'est le dernier vecteur qui va nous être utile pour décrire des mouvements. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours, à bientôt.